Les astrologues qui pratiquent l'analyse de personnalité se servent peu des maisons. Et ça, pour une bonne raison, c'est que s'ils parlent beaucoup des signes et des planètes, c'est parce que ça décrit une fonction de la personnalité, alors que la maison va décrire un secteur expérimental. Parce que vous dites est assez alarmant, parce qu'effectivement, là le problème est bien posé. Est-ce que parce qu'on ne fait pas d'astrologie événementielle, on ne doit pas servir des maisons? C'est vrai, c'est vraiment un problème, parce que si ce que vous disiez, M. Santoni, est juste, à savoir qu'il y a une analogie entre un plan et un autre plan, de toute façon, il faut bien que ce plan des maisons, il serve à quelque chose. On ne peut pas l'évacuer. On peut peut-être lui donner un autre contenu, mais on ne peut pas le supprimer. Et en astrologie spirituelle, donc si j'ai bien compris l'astrologie spirituelle, telle qu'elle est enseignée par plusieurs écoles, les constellations régissent les problèmes de l'âme, les signes réagissent des problèmes psychologiques et les maisons des événements journaliers en rapport avec les cycles. Non, mais même, admettons que pour une raison ou pour une autre, quelqu'un ne veuille pas être intéressé par l'aspect événementiel de l'astrologie. Bon, il a le droit. Il peut même penser que ça il peut même penser que ça ne fait pas partie de l'astrologie et qu'il n'y a pas de notion événementielle. Il faudrait quand même que, quelque part, il propose autre chose à la place. On ne peut pas évacuer. Non, je veux dire qu'il faut distinguer les maisons en tant que structure vide, je dirais, enfin une structure qui correspond à un certain schéma diurne, etc., et dans lequel on peut mettre certaines choses. Bon, la structure, les choses qu'on met dans cette structure, on peut les changer, on peut les modifier, mais la structure elle-même, on ne peut pas la balancer. Si je puis rajouter quelque chose, dans l'optique spiritualiste, le but, lorsque l'âme et la personnalité arrivent à la fusion, le but c'est de dissoudre toutes les maisons. Oui, c'est le but. Sachant que les maisons sont conditionnantes. Non, mais moi je pose là on pose un problème plus important de méthode de travail. On essaie de réfléchir, je crois que j'avais posé un problème comme ça, il s'agit de déterminer des pistes de recherche et des méthodes de travail pour n'importe quel astrologue, quelle que soit son optique personnelle. Je dis que, je ne sais pas si j'ai bien compris M. De Seine, mais je dis simplement que même pour un astrologue qui refuserait, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on est une espèce, c'est tout ou rien. Ou bien on accepte les maisons et leur signification, ou bien on laisse tomber les maisons. On pourrait très bien imaginer qu'on accepte les maisons dans leur découpage, mais qu'on y met autre chose. C'est ça qui... C'est là qu'on voit que chez l'astrologue, il y a une espèce de... Il met tout ensemble. Quand on a un problème, on doit le découper. S'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, on le découpe, on l'analyse, on enlève certains éléments, on remplace par d'autres éléments, etc. On ne fait pas... on ne va pas jeter les maisons. Je veux dire que c'est juste... Même si on est contre le contenu des maisons, on ne peut pas les jeter, les maisons. Pourtant, on ne retrouve plus le filon qui a présidé à l'élaboration de... Est-ce qu'il serait possible, par exemple, pour un astrologue psychologue, un astropsychologue, d'avoir un discours sur les signes et sur les maisons qui ne soit pas le même discours et qui ne soit pas non plus, qui ne récupère pas non plus les significations classiques des maisons? Est-ce qu'on peut... J'ai l'impression que là, les astrologues sont un peu bloqués. C'est-à-dire qu'en fin de compte, en astrologie, on est arrivé à redonner des significations aux nouvelles planètes, on est arrivé, il y a sur certains domaines, on arrive à relancer la réflexion, et puis sur les maisons, apparemment, ou bien on garde c'est d'ailleurs le même problème un peu pour les domiciles et les exaltations, hein, ou bien on les garde, ou bien on les jette, etc. J'ai l'impression que l'astrologue, soit il est obligé d'accepter les choses, telles qu'on lui a données, ou bien il les rejette, mais l'idée de les retravailler, de les reconstruire, ça pose des problèmes. Si on veut les reconstruire, il faut retrouver la pensée qui a présidé à leur élaboration, c'est-à-dire qu'il s'appuyer, comme on l'a vu hier soir, sur les axes. Et par exemple, pour prendre une analogie avec la maison 7, si vous lisez des traités, c'est le moment où le jour disparaît et la nuit commence. Et les anciens font l'analogie entre ce jour et la maison 7. C'est-à-dire les relations, lorsque le soleil se couche jour et nuit, on passe du jour à la nuit, et là il y a une relation d'équilibre. Et si on veut de nouveau
aller de l'avant, il faut essayer de retrouver la pensée qui a présidé à l'élaboration Oui, des maisons. c'est ça. Hein et par exemple, bon, pour la maison 7. Voilà, alors vous avez touché exactement le problème, c'est-à-dire qu'en définitive, quand on veut innover, il faut connaître les bases. D'ailleurs, en linguistique, c'est pareil. Si on veut créer des nouveaux mots en français, il faut connaître le génie de la langue française, il faut savoir comment la langue française s'est mise en place. Si on veut innover en astrologie, il faut connaître quel a été l'esprit dans lequel les structures astrologiques, le génie de l'astrologie. Et alors, ceux qui ne connaissent pas le génie de l'astrologie, soit vont emprunter des éléments extra-astrologiques pour plaquer sur l'astrologie, c'est également une solution, et on peut d'ailleurs, entre parenthèses, en ce qui concerne certains emprunts au karma, se demander si ça n'est pas quelque chose qu'on emprunte, l'astrologie emprunte pour se donner une certaine contenance, au lieu de trouver sa propre cohérence. Hein, c'est une question qu'on peut se poser. Non, moi je dis que c'est une question qu'on peut se poser. Dans toute discipline, on peut toujours se demander quels ont été les éléments qui ont été empruntés, c'est-à-dire quels sont les éléments qui viennent d'ailleurs. Le karma n'est pas le monopole de l'astrologie, donc ça existe dans d'autres contextes. Donc on peut se poser une question pour savoir si on n'a pas emprunté ces éléments pour effectivement colmater certaines brèches dans la cohérence de l'astrologie. Hein, c'est une question je dis le karma, on pourrait aussi parler de certaines théories Jean-Pierre Nicolas sur Pavlov, etc. Je veux dire, on peut se demander, chaque fois qu'on décide d'intégrer dans l'astrologie des éléments d'une autre discipline, on peut avoir une sonnette d'alarme, on peut se dire, oui, on emprunte quelque chose, mais est-ce que ça n'est pas l'expression d'une certaine confusion quant à sa propre culture, quant à sa propre tradition? Et ça peut pas être l'inverse, plutôt. Au commencement, si je puis dire, ces notions étaient tout à fait claires pour les hommes qui avaient une perception beaucoup plus subtile que nous avons maintenant, incarné beaucoup dans la matière, et puis à force de transmettre, comme avec le temps tout se cristallise, on perd cette notion, la notion du maintenant, et puis ensuite, petit à petit, on commence à la retrouver. Bien entendu, mais je vous signale que, bon, ce soir on parlera d'astrologie et société, nous sommes d'accord pour considérer que l'astrologie est quand même un savoir qui est un petit peu marginal et qui essaye quand même de se faire accepter par les sociétés où elle se trouve. Et donc si vous voulez, l'astrologie c'est un peu l'étranger à la société, c'est celui qui est un petit peu extérieur et qui essaye quand même de se faire accepter. Et on sait très bien qu'un étranger, pour se faire accepter, eh bien il essaye de se mettre un petit peu au bout du jour, il essaye un petit peu d'assimiler les valeurs de la société dans laquelle il veut s'emprunter. Donc si vous voulez, on peut très bien admettre qu'il y a une espèce de structure globale où tout est compris et que quand on emprunte, on ne ferait qu'essayer de revenir d'involuer vers cette structure initiale, mais d'un point de vue plus terre à terre, on peut tout simplement dire que à telle et telle époque, les astrologues ont pensé que pour être mieux intégrés dans telle société, eh bien on allait utiliser un certain langage, on allait utiliser certaines technologies, etc. On a parlé ce matin d'informatique. Je veux dire que moi je me sens le droit de poser la question de principe, parce que de toute façon, on parlait tout à l'heure de la question, quand on a le droit de poser dans l'astrologie toutes les questions, on a le droit de se poser, de mettre en doute tout ce qu'on veut, jusqu'à ce que l'astrologue puisse répondre. Est-ce qu'il est possible, par exemple, quand par exemple on vous dit, en astrologie, quels sont les éléments qui sont les plus propres, les plus astrologiques, je dirais, les plus... Quel est le noyau dur de l'astrologie, quel est le noyau dur de l'astrologie, et quels sont les éléments, disons, qui sont un petit peu surajoutés, qui ont été intégrés par la suite. Après tout, c'est comme n'importe quel pays, n'est-ce pas? Il y a des gens qui sont arrivés, il y a eu des immigrants, etc. Un savoir, c'est comme une culture, ce sont des valeurs qui s'agglutinent, qui s'ajoutent à ce savoir, à ce noyau, etc. Alors, où est le noyau de l'astrologie? Où sont les éléments qui se sont ajoutés, etc. Bon, par exemple... symbolisme, les éléments Feutararo qui découlent de la Grèce. Ça pour vous c'est le noyau dur? Non, justement, on peut le mettre en doute, même c'est le noyau dur. En fin de compte, d'ailleurs, cette recherche du noyau dur, c'est ce qu'il y a de plus effrayant, parce que parfois on arrive à rien du tout. En décortiquant, mais souvent c'est ça, en fin de compte. Mais moi je ne suis pas, moi je suis linguiste, si vous voulez. Donc pour moi, le problème ne se pose pas uniquement au niveau de l'astrologie. Je n'élabore pas des modèles uniquement pour l'astrologie. Quand vous pensez à une langue, par exemple, si vous prenez une langue quelconque, vous enlevez les éléments, les emprunts, les choses. L'alphabet en français, c'est pas le français, nous sommes bien d'accord, c'est un alphabet qu'on trouve dans d'autres langues. Donc quelqu'un qui définirait la langue française par son alphabet, il
serait fausse route, n'est-ce pas? Bon, il y a d'autres choses. Là, le français, bon, par exemple, on sait bien qu'il emprunte par exemple, à l'anglais, etc. Je veux dire que ce qu'on considère vrai pour une culture, ce qu'on considère vrai pour une langue, pourquoi ça ne serait pas vrai aussi pour l'astrologie? Déjà, l'astrologie, elle évolue dans l'histoire, elle évolue dans le monde, elle a également à la merci de rencontres, d'emprunts, de fusions, etc. Je voudrais aller complètement dans votre sens, je crois, en disant qu'il est très important pour l'astrologue de se chercher une cohérence qui soit interne à l'astrologie, et ne pas se chercher obligatoirement des références extérieures. Et dans le domaine particulier des maisons, puisque c'est celui qui nous intéresse, chercher une cohérence dans l'ensemble des maisons astrologiques. Il y a pas mal de courants d'astrologie en France, Dieu merci, il y a une grande richesse, une grande diversité. Il y a pas mal d'approches, mais je crois qu'il est très important, et on peut le faire, quelle que soit l'approche spiritualiste, astropsychologique, événementielle qu'on peut avoir, il est très important de voir les maisons avec un minimum de logique. J'en présenterai trois. Pris, je dirais en quelque sorte au hasard tout à l'heure, celle, une vision assez traditionnelle, ensuite celle de Sylvie Bochet, qui est une astrologue qui travaille qui travaillait en direction de Sant'Agostini, et Jean-Pierre Nicolas, le Sauvé. Mais il me semble que ce qu'on accorde par exemple à la maison 6, les animaux domestiques, la santé, le travail, les enquêtants, ça manque de cohérence tout ça. Donc vous avez tout à fait raison. Je pense que le noyau dur doit être cohérent, c'est vrai. C'est-à-dire que le noyau dur peut être cohérent, mais il est possible aussi, quand il n'y a pas de cohérence, soit ça veut dire que ce sont des éléments qui sont pris à gauche et à droite, ou alors c'est que cette cohérence, quelque part, elle a été brisée. Parce que le problème, c'est que quand vous empruntez des choses, ces emprunts peuvent déstructurer le noyau dur. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les choses que vous empruntez, elles ne se contentent pas simplement d'être là, elles peuvent agir sur ce qui était déjà ancien. Donc, en quelque sorte, je veux dire qu'il y a toute une archéologie à faire. C'est pour ça que je trouve dommage qu'on expédie en quelques formules les problèmes des analogies et de toute la circulation de cohérence à l'intérieur de l'astrologie en disant c'est de l'expérimentation, c'est expérimental, ça se démontre expérimentalement. Alors, vous avez 50 hypothèses et puis une expérience, et puis voilà, les 50 hypothèses sont vérifiées. Je suis désolé, quand vous avez une voiture qui ne marche pas, alors il y a deux solutions. Vous avez une voiture votre voiture ne démarre pas. Alors, si vous ne connaissez rien à la mécanique, vous allez dire, bah, elle ne démarre pas, moi je ne sais pas, cette voiture elle est bonne à acheter. Hein, elle ne marche pas. Mais si vous êtes un mécanicien, vous allez dire, bah, elle ne démarre pas parce qu'il y a un truc qui ne va pas, etc. C'est tout la différence. Ou si vous commencez à parler d'expérimentation, le grand danger, c'est que c'est oui ou non. Ça marche ou ça ne marche pas. Ça démarre, ça ne démarre pas. Quand vous êtes un astrologue un petit peu plus avancé, vous allez dire, ça ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas, je vais reprendre les différentes pièces, etc. Ça marche. Oui, non mais attendez, non mais dans le cas par exemple de la fusée Ariane, par exemple, c'est les ingénieurs en aéronautique, les gens qui font de l'aéronautique, ils ne bricolent pas, je veux dire, ils n'envoient pas tous les matins des fusées pour voir si ça va marcher. N'est-ce pas, vous comprenez? Non, je veux dire, on ne peut pas se permettre comme ça d'envoyer... beaucoup d'expérimentations avant, oui, une ou deux au début. J'ai l'impression que les expérimentations sont faites un peu plus... J'espère qu'elles sont faites un peu plus sérieusement que celles des astrologues. Hein? Bon, monsieur Marchand. Bon, l'exemple que vous avez cité de la maison 6 avec les petits animaux, les petites maladies et le travail, bon, vous l'admettez. Mais vous êtes amusé à admettre que la maison 1, c'est quand même l'ascendant, donc la personnalité, le moi de l'individu, et que le moi, il est bien obligé de se lier pour vivre avec les autres. Donc la relation de la maison 1 avec la maison 7, moi, me paraît que moi, à peu près... Non, mais j'irais tout à fait dans le sens, en disant au contraire, le fait que vous citiez cet exemple de passage, enfin, dynamique, et une cohérence du moi à l'expérience de l'autre, qui est la maison 6 préparant la maison 7. À ce moment-là, je vous donne tout à fait raison, vous travaillez avec une cohérence dans la logique des maisons. Oui. Et vous inventez un système. Analogique, logique. Voilà. Oui, mais ça permet de travailler en pratique sur des thèmes en sachant où on va, je dirais, avoir. Ce raisonnement est tout à fait juste, je veux dire. Et on peut justifier, je ne contestais pas le fait d'attribuer les animaux domestiques, les enquêtants à la maison 6. Il faut savoir pourquoi. Et je venais de l'expliquer d'une certaine manière, et je crois qu'il y en a d'autres. Et ce qui est important, c'est pas d'avoir une synthèse. Enfin, je crois que l'on discutait tout à l'heure. Il y a plusieurs synthèses. Non, mais le problème, c'est que, le dilemme, c'est qu'on peut être cohérent et faire quelque chose qui n'a rien à voir avec l'astrologie.
parce que il faut faire très attention. Moi, la cohérence, ça ne me suffit pas, cette cohérence. Vous pouvez plaquer sur l'astrologie un système hyper cohérent. Bon, Madame Bonny-Deluc, par exemple, bon, on va parler demain de tout un système. Je veux dire, on peut même, je veux dire, pour moi, la cohérence ne suffit pas. Alors, il y a d'un côté des cohérences dont la relation avec la structure astrologique reste à discuter, reste à débattre. On peut inventer 1000 discours parfaitement cohérents sur l'astrologie, mais qui ne sont pas, qui sont plaqués et greffés sur l'astrologie. Ou alors, il y a des discours qui ne sont pas cohérents, mais qui sont traditionnels. Ce qu'il faudrait, c'est trouver une cohérence qui soit véritablement branchée sur l'astrologie. Il faudrait à la fois, donc, il faut la cohérence, l'expérimentation, mais il faut aussi, je crois, montrer que ces travaux se rattachent de façon extrêmement précise à la tradition. Et c'est là qu'on touche à un problème qui est celui de l'histoire. Est-ce qu'il ne faut pas être historien pour travailler dans le domaine de l'astrologie? Puisque finalement c'est un savoir qui est transmis, c'est un savoir dont il faut retrouver les étapes, dont il faut savoir si effectivement il n'y a pas eu à tel et tel moment. Je vous donne la parole, Madame Avo. Rapprochez-vous parce que là on ne pourra pas vous prendre. N'est-ce pas? Donc, moi ce que je constate par exemple, c'est que les alchimistes ont toute une littérature, les gens, il n'y a qu'à regarder dans les librairies ésotériques, vous avez des dizaines et des dizaines de traités d'alchimie qui reparaissent, alors qu'en astrologie, tous les traités anciens d'astrologie, on ne les trouve plus que dans les bibliothèques. Donc si vous voulez, là, moi je pose un autre problème, bon, je prêche un peu pour ma chapelle, mais je veux dire que je crois quand même que puisque on considère que l'astrologie actuellement est dans un état encore un petit peu de restructuration et de restauration. Je crois que le mot restauration n'est peut-être pas mauvais, en fin de compte. Comme on restaure un meuble ancien, il faut le restaurer. Et vous connaissez l'histoire de Viollet-le-Duc qui a restauré les cathédrales un petit peu en plaquant des trucs complètement aberrants sur... Bon, il y a des restaurations de qualité, et des restaurations qui sont complètement des impostures et des sacrilèges. Bon, alors donc, si vous voulez, je crois que c'est le problème. Moi, je prône une restauration. Voilà. Alors, Madame Avo. Oui. Ben, je pense que ce que vous dites est tout à fait juste, mais je crois qu'il y a encore un paramètre qu'on a peut-être évoqué tantôt, mais enfin, disons, pendant que j'en ai pas parlé, c'est que je crois qu'il y a un problème d'évolution de la personne, et que si une maison a une signification pour une personne qui a un certain niveau, elle peut être très différente pour une autre personne. C'est-à-dire qu'un Mars, là on parle de planète, mais on peut parler de la maison de la même façon, ne sera pas pareil pour quelqu'un qui n'est pas du même niveau au point de vue mental. Mais par exemple, justement, à ce propos, par exemple, est-ce que vous proposez des interprétations des maisons différentes selon le niveau? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, par exemple, parce qu'on vous dira, par exemple... Si c'est quelqu'un, si vous voulez, qui est à un niveau un peu primaire, je crois qu'on ne peut pas lui donner la même importance pour son étude ou pour son Uranus. Attendez, nous on parle des maisons. Hein. Oui, mais enfin, disons, prenons pour la maison du Verseau. Oui. Ben écoutez, moi, à ce moment-là, il y aura quand même tout un feeling que la personne va devoir modifier quand elle va rencontrer cette personne. Ou alors il faudrait qu'on puisse faire des thèmes d'astrologie sans voir la personne et tomber sur la vérité. Et là je crois que... Non mais là vous nous renvoyez à des problèmes qui sont... Enfin, bon d'accord, il y a des tas de... Bon, bien entendu qu'il faut tenir compte du niveau de la personne, etc. Mais si vous voulez, là justement, on essaye. Là vous posez le problème plutôt dans l'expérimentation. Et bon, il s'agit évidemment d'arriver à l'application. Mais je veux dire que ça n'est pas parce que... Vous comprenez, ce qui est dangereux dans votre intervention, et après je vais passer à la prévision parce que je voudrais respecter... Ce qui est dangereux dans votre intervention, c'est que si vous voulez, l'astrologue, au lieu de s'interroger sur les bases de son savoir, eh bien, il va tout simplement dire oui, c'est une question d'adaptation, une question de... Alors, c'est très bien, si vous voulez, mais c'est un petit peu appauvrissant. C'est-à-dire que c'est pas appauvrissant sur le plan humain, mais c'est appauvrissant sur le plan de la recherche scientifique, c'est appauvrissant sur le plan de la recherche intellectuelle. L'expérimentation, c'est très... Tout ce qui est technique expérimentale, c'est très bien, mais c'est quand même un petit peu limité, si vous voulez. Alors, moi, je pense que il faudrait quand même faire la part des choses, et c'est pas facile. Quelle est la part, quand il y a un échec, quelle est la part effectivement, de cette espèce
de mauvaise interprétation, d'interprétation à un niveau inadéquat concernant la personne. Bon, une fois qu'on a dit ça, à mon avis, on n'a pas dit grand-chose, bon, ça va de soi. Mais à mon avis, il faudrait quand même, si on est des mécaniciens de l'astrologie, si on est des restaurateurs de l'astrologie, il faut faire de la recherche fondamentale, il faut revenir à un niveau plus fondamental. C'est-à-dire, il faut se demander si les pièces, si tout est cohérent, s'il n'y a pas des éléments étrangers, s'il n'y a pas des éléments faibles. Par exemple, pour Ariane, on peut constater qu'il y a une pièce qui est plus faible. C'est-à-dire que l'astrologie est aussi compliquée qu'une fusée comme Ariane. Il y a énormément de pièces, et chacune de ces pièces mérite un examen particulier, etc. Alors il y en a peut-être certaines qui sont moins résistantes que d'autres, qui sont moins fiables que d'autres. On ne peut pas se contenter de dire oui, c'est un problème d'application, d'expérimentation qui n'a pas été parfaitement résolu, ça dépend de l'astrologue, etc. Il faut quand même travailler aussi sur l'outil. C'est comme si on disait par exemple que les voitures, quand il y a des accidents de voiture, c'est toujours la faute du conducteur et qu'on n'a même pas de besoin de chercher s'il faut améliorer la voiture. Vous comprenez, on ne peut pas toujours mettre... Je veux dire que l'humanité n'aurait jamais atteint les niveaux qu'elle a atteints si on avait uniquement résolu les problèmes en termes de oui, il y a ceux qui savent s'en servir, ceux qui ne savent pas s'en servir. Je suis désolé qu'il faut arriver à faire progresser technologiquement la structure astrologique. Il ne faut pas simplement se contenter de chercher de bons praticiens. Pour répondre très brièvement, madame, si vous permettez, enfin j'en ai pour 10 secondes, je crois qu'on ne peut pas dire que, enfin à mon sens, que personne ne vise moins son Neptune, parce que je crois qu'il faut savoir lui en parler de son Neptune. Bien sûr. Pas moins fort nécessairement. Non, pas moins fort. C'est vrai, hein, moins conscient, tout à fait. Ça peut être une personne qui a un sens très aigu de la psychologie, à son niveau, oui. Enfin, de toute façon, je crois que de toute façon, chacun essaye de poser les problèmes de l'astrologie à son niveau, hein, de toute manière. Bon, à vous. Je voudrais poser une question. Si on enlève la loi d'analogie qui fait correspondre les maisons aux planètes, aux signes, pardon, qu'est-ce qui nous reste? Il reste une position. Bon, si on suppose que le système de maisons, c'est le temps, représente le temps de la vie terrestre pour un individu, c'est-à-dire qu'il est adapté à sa personnalité, il est marqué au départ par une heure, donc c'est quand même un facteur, c'est pas certain qui prédomine. Si on enlève la loi d'analogie avec les signes, on place un ascendant quelque part sur un thème, dans une constellation. Vous avez eu l'impression qu'on mettait en cause la loi d'analogie dans ce débat? Non, moi je la remets en cause parce que... Ah bon? D'accord. Vous la remettez en cause? Oui, puisqu'on est censé travailler sur le sens des maisons. Oui. Alors si on travaille sur le sens des maisons, on peut peut-être déjà s'interroger sur pourquoi effectivement la maison 1 correspond au bélier, pourquoi la maison 2 correspond au... Moi je veux bien essayer de... Non, mais justement, malheureusement, excusez-moi de vous couper là, parce que malheureusement on avait dit qu'on allait faire on reviendra sur ce problème un peu plus tard. De toute manière, ce problème-là, on l'a abordé tout à l'heure, on s'est posé des questions tout à l'heure. Mais là, je voudrais qu'on passe à la partie prévisionnelle, puisque je vous ai dit qu'il y avait des choses qui... On essaye de faire une synthèse des problèmes abordés à ce colloque, on n'essaie pas de résoudre tous les problèmes. Et donc là, je voudrais que nous parlions, monsieur De Serre en a parlé tout à l'heure, par exemple, le transit d'une planète, par exemple, dans une maison, va effectivement, d'une certaine manière, faire apparaître, d'une certaine manière, les caractéristiques de cette maison. Donc c'est aussi une façon de prouver, parce que d'une certaine manière, quand même, les maisons ont quand même quelque chose de très prévisionnel et de très événementiel quelque part. Hein. Et on peut même se demander d'ailleurs si la théorie des maisons n'était pas d'abord utilisée en astrologie horaire dans un premier temps. Enfin ça c'est un autre problème. Mais je veux dire que effectivement un moyen de prouver d'expérimenter le fondement des maisons, c'est pas simplement l'étude du thème en voyant si ça correspond psychologiquement à l'individu, c'est de voir si quand il y a un facteur qui est dirigé sur cette maison, si les événements correspondant à cette maison vont effectivement affleurer dans la vie de la personne. Donc voilà ce que je propose maintenant, c'est que nous abordions cette expérimentation par la prévision, voyez-vous. Donc je vais demander à Annie Joly et à Pierre Eckel et à d'autres éventuellement, de nous parler de la façon dont ils démontrent les valeurs des maisons en utilisant leur méthode prévisionnelle. C'est-à-dire comment, par exemple, la spirale évolutive dont vous allez parler demain après-midi, comment la spirale évolutive fait apparaître que, effectivement, la maison 3 correspond à telle et telle caractéristique, la maison 4 à telle et telle caractéristique. Comment en faisant circuler un facteur, on voit le relief de chaque maison émerger dans la vie de la personne. Eh bien, une remarque préliminaire.
j'ai l'impression que nous sommes tous là en train de chercher à prendre le train en marchant en route. Et nous n'abordons pas du tout le problème de fond. Quel est ce problème de fond? Le problème de fond, c'est qu'il y a nos corps, c'est-à-dire de la matière. Et la matière, c'est quelque chose d'extraordinairement beau. Hier soir, par exemple, nous étions en plein plongé dans des discussions fort spirituelles. Mais quand on a parlé du dîner, tout le monde s'est regroupé autour de la table. C'est le corps. Le corps peut être nourri et le corps peut vivre. C'est un des éléments de la question. Alors, le deuxième élément de la question, c'est l'énergie. L'énergie qui vient donc du ciel, c'est-à-dire du système solaire, Soleil et les planètes, et qui imbibe cette matière qui commence à exister et qui va se développer en principe d'ailleurs de ce en raison de ce principe de l'interpénétration du corps, de la matière par l'énergie, qui va se constituer, se développer même une intelligence, un savoir, etc. Alors, comment ça se produit-il dans la nature? Dans la nature, une remarque incidente pour vous montrer encore la force extraordinaire de ce que j'appelle la matière. C'est par exemple, quand vous vous rappelez de cet astronaute soviétique qui, après près d'1 an de séjour dans le ciel, c'est le ciel de l'atmosphère, c'est posé, et avait grandi de 10 cm. C'est extraordinaire. Je ne sais pas si vous réfléchissez. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Or, comment cela a pu se faire? Ça a pu se faire parce que ce homme-là, depuis un an, était soustrait pour beaucoup à l'attraction gravitationnelle qui nous retient à Terre. Un autre élément de cette manifestation de la gravitation, c'est que lorsque vous êtes sur une route et que vous promenez tranquillement sur du plat, vous avez un certain effort à faire, mais vous ne le sentez pas. Montez simplement un petit peu et vous vous mettez en sueur. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup pour vaincre déjà les quelques centimètres de dénivellation du sol pour hausser vos 70 kg de poids à ce niveau-là. Parce que inversement, lorsque vous descendez, ça va tout seul. Autre manifestation de cette espèce Enfin, non, mais là, vous êtes en train de nous proposer une sorte de justification de la dialectique entre les signes et les maisons, entre le haut et le bas. Il faut d'abord prendre la physique, la physique de la matière, dans laquelle intervient une action énergétique. Et ça donne quoi? Ça donne l'intelligence, ça donne l'esprit. Et ça donne tous les éléments. Ce que je voulais, c'est que vous nous parliez, tout à fait pertinent, mais enfin, ce que je voulais que vous nous parliez, c'était comment je vais résumer un petit peu la démarche de M. Ecker, qu'on connaît depuis longtemps. La spirale évolutive, c'est un système, disons, qui est un petit peu pris chez Néroman. On fait évoluer le milieu du ciel à travers les maisons selon un rythme qui est de plus en plus lent, c'est-à-dire que les premières années c'est très rapide, et puis c'est pour nous le mot spirale, et puis le processus, l'évolution du milieu du ciel à travers les maisons va ralentir comme la vitesse de cicatrisation, c'est-à-dire que c'est une théorie qui veut que plus on est âgé, et plus il y a un rapport au temps qui évolue. Je pense que c'est intéressant cette idée de considérer que l'individu, ça va un peu dans le sens de Madame, que selon l'âge de la personne, en quelque sorte, selon son évolution au niveau de l'âge, l'individu ne vit pas au même rythme. N'est-ce pas? Oui, mais là, vous galopez encore parce que je n'en étais pas là. Nous galopons parce que nous en sommes relativement. Nous avons un temps relativement. Il y a une notion tout à fait capitale. Ce petit bout de matière qu'elle nous donnait, il a donc été induit par les rayons solaires, autrement dit par l'énergie. Il a été, et alors, il n'est pas du fait même qu'il a été
touché par l'énergie, il n'est plus une masse inerte, il est quelque chose qui est capable de vibrer et de, on va dire dans un mot, de vivre. Comment va-t-il vivre? Il a été donc déposé sur cette terre à un moment donné où il était directement sous le milieu du ciel, où il était davantage du côté de l'ascendant, ou derrière, du côté des exorcistes, ou alors il était davantage dans la partie obscure, n'est-ce pas, de son organisation, c'est-à-dire du côté de la maison 4. Et alors cette terre sur laquelle il est venu, elle le jette vers l'avant, n'est-ce pas? Elle le jette vers le haut, elle le jette vers le bas, elle le jette vers l'arrière, tous les jours, tous les 24 heures, n'est-ce pas? Et c'est ça, comment dirais-je, la raison d'être des maisons, c'est que tout ce qui vient de l'extérieur et tire ce nouvel être vers le haut, le tire donc dans le sens d'un exaucement de la matière, n'est-ce pas? C'est pourquoi les maisons 9, 10, 11 nous mettent en relation surtout avec nos congénères, avec les affaires du monde, que ce qui se passe à l'ascendant, ça concerne notre propre personnalité qui est projetée en avant vers un univers qui n'est pas encore connu et qu'il faut explorer. C'est vraiment cette partie-là qui est essentielle pour l'évaluation des qualités des développements. Tout ce qui se passe dans tout ce qui tire dans le même temps, parce que dans le même temps, l'homme est tiré vers le haut, il est tiré vers le bas, etc. Non, mais là on n'est pas. Votre exposé, vous le ferez. Je le ferai. Je voudrais simplement que vous nous expliquiez comment, excusez-moi, on est obligé d'aller à bâton rompu, n'est-ce pas? Comment, lorsque le milieu du ciel passe dans une maison donnée à un âge donné, les valeurs de cette maison apparaissent dans la vie de la personne. Par une espèce de résurgence, de revitalisation des tendances qui ont été imprimées dans cette être au moment de sa naissance. Ça. Donc, là, moi je crois que là nous avons un problème important, c'est le problème de savoir à quoi ça sert. Parce qu'en fin de compte, généralement, pardon, les maisons, à quoi ça sert? Est-ce que ça sert pour faire de la prévisionnelle ou est-ce que ça sert pour faire des études psychologiques? Alors effectivement, si on utilise une technique qui initialement a été conçue comme un outil prévisionnel et qu'on l'utilise pour faire de la description de l'individu dans sa racine, dans son radix, il y a quand même un problème. Donc, voyez-vous, on peut très bien disposer d'outils et ne pas savoir exactement comment s'en servir. Et donc, on va dire que cet outil n'est pas valable parce qu'on ne s'en sert pas là où il est dans le sens où on n'a pas le mode d'emploi, n'est-ce pas? Enfin, c'est une question que je dis comme ça a priori, mais je veux dire, a priori, on peut se demander, il ne suffit pas de dire c'est de l'astrologie, il faut se demander à quoi... Quel est le rôle de cette technique particulière par rapport au projet astrologique? Mais dans le sens historique, les anciens utilisaient le prévisionnel, c'est-à-dire thème horaire aussi, parce qu'on peut supposer qu'ils n'avaient pas à disposition des éphémérides qui remontaient loin dans le temps. Non, mais ça c'est... Non, mais ça c'est pas... Vous êtes déjà toujours très très loin dans l'astrologie. Il faut vous placer au début de l'astrologie, à ce qui a donné naissance à l'astrologie, c'est-à-dire que l'être soit doué de certaines qualités, de certains défauts, pas par l'imprégnation et qui lui est donnée par la lumière, c'est-à-dire l'énergie, et par la gravitation qui remue sa chair, ou qui est capable de la faire vibrer, et c'est à partir de là qu'on étudie des maisons, on étudie des... Oui. Mais s'il n'y avait pas ça, s'il n'y avait pas ces deux choses qui nous saisissent, c'est-à-dire le magma corporel dans lequel nous sommes enfermés et les sources, les sources énergétiques qui constamment doivent faire, il n'aurait pas d'énergie. On a énormément de renseignements aussi sur cette étape. Moi j'essaie de chercher justement à cette étape. On trouvait des renseignements. Mais à cette étape, on manque énormément d'enseignements. Il faudrait avoir à disposition quantité d'occultistes, de voyants et autres pour pouvoir faire des recherches à ce niveau-là. Je crois qu'il n'y a pas tellement à faire de recherche, il n'y a qu'à interpréter. Non mais monsieur Kell, moi j'essaie simplement de, disons,
pas d'élever le débat, mais enfin, je tire des éléments. Là, dans ce que vous dites, quelque chose qui m'alarme, c'est que vous partez du principe que, d'abord, premièrement, que tout ce que les astrologues ont fait, ils l'ont bien fait, et que ça a sa raison d'être, et que ça ne pouvait pas être autrement, et que finalement, c'est un peu, vous savez, les manuels d'astrologie qui présentent tous les éléments d'astrologie, toutes les lignes astrologiques, comme un ensemble parfaitement cohérent, parfaitement évident, parfaitement nécessaire, alors que d'autres personnes peuvent se dire que telle technique astrologique est arrivée à une certaine époque de l'astrologie pour répondre à certains besoins, pour répondre à certains objectifs, et que, bon, alors, c'est vraiment complètement linguistique. Vous avez une conception soit fonctionnaliste de l'astrologie, c'est-à-dire que l'astrologue développe certaines techniques par rapport à son nombre d'objectifs qu'il se donne, à tort ou à raison, et puis il y a une autre conception qui veut que l'astrologie soit une sorte de processus inné, inhérent, et que l'homme ne fasse que cette astrologie d'abord elle aurait existé dès le départ intégralement. Donc il n'y a pas d'histoire. Il y a une espèce de totalité astrologique qui existerait au début des choses. Alors elle peut exister à la limite en théorie, virtuellement, mais en tant que savoir, il semble quand même que l'astrologie, c'est pas construit du jour au lendemain. Et en plus, c'est construit à partir de quel principe-là. L'astrologie, je crois que ça est anachronique. C'est-à-dire que, bon, quand on commence, par exemple, pour l'astrologie ésotérique de Béné, les triangles évoluent. C'est-à-dire que il y a des pointes, des planètes qui vont se mettre en route. Actuellement, on sent l'influence d'Uranus, on a parlé hier soir, et il y a des circuits planétaires qui se mettent en route. Ça veut dire qu'en plus, il y a un aspect dynamique à cette astrologie. Oui. Alors, attendez, je voudrais... Oui, Madame Avon. Moi, je vais vous demander si ma théorie est bonne. En astrologie, est-ce qu'on ne peut pas imaginer les choses comme si c'était un spectacle? Que les maisons seraient des scènes de théâtre, que les planètes seraient des acteurs, et qu'au fond, les oppositions, ce serait le scénario. Alors, du coup, tout joue ensemble. Non, mais ça, c'est de la bonne pédagogie, madame, mais c'est pas de la théorie astrologique, c'est de la pédagogie illustrée. Non, mais je veux dire, c'est très parlant pour... Je veux bien fonder là-dessus. Là, d'ailleurs, on touche un problème assez grave, c'est le problème de l'enseignement de l'astrologie. Comment enseigner l'astrologie? À quel niveau de rigueur et de raffinement doit-on l'enseigner? Il est certain qu'on peut effectivement enseigner l'astrologie comme une belle histoire où tout est là, il y a une famille, il y a chacun... Les aspects sont là parce qu'il faut des aspects, les maisons sont là parce qu'il faut des maisons, chacun joue son rôle, il y a le papa, la maman, le frère, la sœur, etc. Bon, et tout ça, ça a toujours existé, ça devait exister, il n'y a aucun problème. Bon, alors je voudrais laisser la parole parce que le temps passe, n'est-ce pas, tout colloque et toute table ronde doit tenir compte du facteur temps, n'est-ce pas? Alors, je vais demander donc à Robert Marchand et à Annie Joly de continuer. Alors, Annie Joly, elle a beaucoup de choses à nous dire. Elle travaille beaucoup sur les révolutions solaires. Elle fait voyager elle en parlera ce soir, enfin, elle fait voyager les gens d'après leur révolution solaire. Et donc, forcément, si on voyage à cause de la révolution solaire, c'est parce qu'on veut changer de maison, parce qu'on veut que telle planète ne soit pas dans la même maison. Donc, ça veut dire qu'on vit très concrètement les significations des maisons. Alors donc, comment, vous posez la question que je posais à M. Huquet tout à l'heure, laquelle il n'a pas vraiment répondu, c'est-à-dire comment expérimentez-vous par la prévision les significations des maisons? Eh bien, ça... Attendez, non, Madame Joly, d'abord. Vous avez passé votre tour. Le temps de parole est là. D'abord, je dois dire que je n'ai pas vraiment de pensée philosophique sur ah non, mais justement, malheureusement. Justement, on ne vous demande pas. Je ne fais que de l'expérimentation. Justement. Alors voilà, j'ai découvert moi-même, parce que j'ai mis mon propre thème d'expérience pendant 10 ans, et j'ai fait des paris. C'est bête, et je me suis aperçu qu'effectivement, quand on a dans le thème natal certaines possibilités, on ne devait pas les laisser passer en révolution solaire. Et quand on avait un aspect favorable, parce que je fais l'astrologie au quotidien, donc parce que si on ne vit pas bien son quotidien, on ne peut pas vivre très bien ce qui se passe au-dessus. Donc quand on a certains aspects, il faut éviter, soit certains aspects de conflit, je dirais, il faut éviter de les mettre dans les mêmes maisons que dans le thème natal pour essayer de ne pas accentuer ces conflits. Et quand on a des aspects très favorables, dans le thème natal, et qu'ils se retrouvent en révolution solaire, essayer de les mettre dans les mêmes secteurs pour que justement on donne un petit coup de pouce à notre vie, en fait.
Parce que si on a connaissance de l'astrologie, enfin, de la révolution solaire, on n'a pas le droit de laisser passer certaines possibilités. Il faut quelquefois se déplacer parce qu'on se prend en main. Par exemple, est-ce que, par exemple, ça veut dire, par exemple, que si on a, par exemple, Saturne en maison neuve, si on reste à Paris, en allant à Bangkok, on va le faire passer en maison 8, par exemple. Et donc, les événements vont être d'un autre type. Tout à fait. Et j'ai fait l'expérience moi-même où il s'est passé vraiment un événement. J'avais fait un déplacement pour que les choses changent dans ma vie. Et je n'avais pas donné de précision aux choses qui allaient changer. Et je me suis déplacée et pendant mon absence, il s'est produit un événement qui ont fait que vraiment tout a changé dans ma vie. Donc j'ai fait l'expérimentation directe, c'est-à-dire que c'est le déplacement qui a occasionné l'événement. Oui, mais vous ne pouvez pas s'en être sûr, madame. Ah ben si, mais si j'étais restée chez moi, ça ne serait pas arrivé. Saturne, par exemple, n'est-ce pas? Elle venait déjà, elle était dans le ciel avant cet événement, et puis elle a marché tout doucement, comme vous avez marché. Et oui, mais de toute façon, c'était inscrit dans mon thème, peut-être dès le départ, que je ferais des révolutions solaires en me déplaçant. Ça devait être déjà dans mon thème natal que c'était inscrit, probablement. Je me souviens d'un mot. Je me souviens d'un mot de Barbeau, dans Barbeau, n'est-ce pas, dans un de ses livres, à propos de ces révolutions, ou de ces essais de se mettre à l'abri d'une influence malheureuse, n'est-ce pas? Il dit, j'ai essayé des révolutions solaires pendant une vingtaine d'années, ça n'a jamais rien donné. Une seule fois, j'en ai une qui s'est réalisée, c'est quand je me suis marié. Il n'ajoute rien au sujet de la qualité du mariage. Alors, monsieur, attendez, on vous voit pas. Est-ce que vous pouvez passer de l'autre côté, monsieur Dorsan? Parce que c'est pour des raisons techniques, c'est pas pour vous embêter. Non, mais vous ne m'embêtez pas, Jacques. Je voulais simplement deux mots à dire. Oui, pour appuyer, disons, je vais appuyer. Bon, effectivement, moi je crois que l'astrologie n'est pas d'une science exacte. Pas plus que n'importe quelle science est une science exacte. Avec, en définitive, Einstein a prouvé que la relativité du temps et de l'espace n'avait rien à voir avec les théories antérieures à ce qu'il a pu déclarer à ce niveau. Je vais simplement dire, c'est un cas. Prendre exemple si vous voulez, vous vous rappelez tous vraisemblablement du scandale de la garantie foncière. Il y a quelques années avec Levski qui est parti à l'époque en Israël. Or, j'ai l'occasion de connaître quelqu'un qui a été mêlé à cette affaire et qui est parti en Amérique du Sud. Il est revenu en France au bout d'un certain laps de temps, acceptant de tout temps prisonnier, et il a été incarcéré à la fin. Et puis, il avait passé en jugement, disons, au mois d'avril. Et puis, effectivement, dans le thème, on pouvait penser que les différents aspects et par rapport à son thème de base, pouvaient présenter, disons, un débat favorable à son passage devant le tribunal. On a donc essayé de faire action sur l'avocat qui a réussi à faire retarder le jugement et il est passé en jugement au mois de, non pas au mois de septembre, parce qu'il n'y a pas de ou plus gravement. Alors tu reposes la question, la même chose que quand un docteur fait un diagnostic, que ce soit, disons, un généraliste qui vous dira, vous faites de l'hypotension ou de l'hypertension, eh bien, disons qu'il joue un petit peu avec son malade, et je crois qu'en matière d'astrologie, c'est un problème de préscience, en s'appuyant sur une technique vraie, certainement, mais qui n'est forcément pas exacte, comme n'importe quelle science ne peut pas être exacte. Bon, monsieur Dorsan. J'aurais deux ou trois choses à dire. Premièrement, je me réjouis, madame, que vous ayez atteint votre objectif, mais les difficultés qu'il y a à changer de résidence pour le moment de l'anniversaire, préconisé par Alexandre Volgin dans ses révolutions solaires, c'est qu'on ne peut jamais savoir qu'est-ce qui me serait arrivé si j'étais resté là. Ce qui n'enlève rien au principe. Je vais vous dire que c'est vraiment Volgin qui a insisté sur le fait, n'est-ce pas, comme je viens de le rappeler, et lui-même étant très malade, comme vous le savez, un jour nous discutons tous les deux à Nice, je dis, mais Volgin, vous devriez partir vers l'ouest pour déplacer votre ascendant pour votre anniversaire, allez passer votre anniversaire à Madrid. Et il est parti à Lisbonne, où je lui ai dit aller à Lisbonne, et il ne s'est contenté que d'aller à Madrid. Je vous ai dit ça un jour au sud de Toulon. Autre chose, en tant que praticien, j'ai fait des milliers et des milliers et des milliers de révolutions solaires. Je n'ai pas été tellement satisfait. Pas tellement satisfait.
Je trouve que l'étude de l'horoscope progressé, qui est maintenant secondaire, mais qui n'ont rien de secondaire en réalité, elle vient après le primaire, puisqu'il faut courir 3 mois de la vie du nouveau-né pour courir 90 ans, on dit que les directions primaires c'est fait en 6 heures. Et je trouve, dans la pratique, en admettant bien entendu qu'on n'a pas le temps de faire tout au moins avec la chance des ordinateurs, maintenant c'est mieux à changer, on n'a pas beaucoup de temps de faire des directions primaires, je trouve que dans la pratique, l'horoscope progressé, avec les transits des invisibles, des planètes lentes, me donnait de résultats plus justes que la révolution solaire. Mais au cours des ans... Plus juste que la révolution solaire. Mais des retours solaires. Mais, comme vous le savez, au cours des ans, je suis devenu sidéraliste. D'où changement de théorie dans la révolution solaire. Parce que si vous avez, disons, 36 ans, puisqu'il y a un décalage de 1 degré en 62 ans et demi, le jour de vos 36 ans, si vous faites l'horoscope anniversaire tropicaliste ou si vous le faites sidéraliste, il y a un décalage de 12 heures, vous allez faire votre anniversaire sidéraliste 12 heures plus tard. Parce que je tiens compte de la progression de la Yamamsa entre le jour de votre naissance et celui de votre 36e anniversaire. Donc, décalage de 12 heures, pour 36 ans. Très important. Parce que, supposons que vous avez une conjonction, disons Lune-Jupiter, si vous voulez, au milieu du ciel, dans votre révolution solaire tropicaliste, vous l'avez au fond du ciel, si vous tenez compte de la différence de la Yamamsa compte tenu de votre âge. D'où, dans le premier cas, ça aurait joué le bénéfique Jupiter, surtout avec le miroir de la Lune qui fortifie toujours la conjonction avec une planète si nous trouvons une planète. D'où une configuration très bénéfique qui va jouer sur le plan social professionnel, on est bien d'accord. Tandis que ça va jouer sur la vie familiale, ou sur la résidence conditionnelle. Or, la pratique de ces révolutions solaires, compte tenu des différences de la Yamamsa, me donne des résultats beaucoup plus satisfaisants. Je vais vous poser une question, M. Dorsan. Et on peut toujours, pour terminer seulement une demi-phrase, et bien entendu, vous pouvez toujours suggérer, tout en faisant, si vous le faites à l'avance, la révolution solaire, si vous la faites sidéralement, vous pouvez toujours projeter, proposer tel ou tel lieu. Même on n'aura jamais de certitude. En tout cas, donc, ça montre bien, l'histoire du sidéralisme montre bien que finalement, quand on n'est pas satisfait d'un résultat, on peut chercher dans toutes sortes de directions. On peut dire que ça ne marche pas parce qu'on n'a pas tenu compte des constellations, ça ne marche pas parce qu'on n'a pas tenu compte de ça. Je veux dire que je voudrais quand même que tout le monde soit persuadé que l'expérimentation, c'est... L'expérimentation, je dirais que l'expérimentation, c'est quand elle ne marche pas que c'est intéressant. C'est à la suite de... Mais le problème, c'est que les gens sont tellement satisfaits dans leur expérimentation que, bon, quand ça ne marche pas, ils ne mettent pas toujours le doigt sur le problème. Alors je voudrais qu'on continue vers la question qui sera débattue demain soir. Est-ce qu'il est possible, par la prévision, et notamment concernant les maisons, de s'assurer qu'une heure de naissance doit être corrigée? Je parlerai de la rectification de la naissance. Oui, je sais, non, mais là on fait une sorte de débat de synthèse. Hein. Mais est-ce qu'on pourrait en dire quelques mots ici? De toute façon, ça n'est jamais qu'une hypothèse de travail, vous n'avez jamais une certitude quand vous rectifiez un horoscope. Vous n'avez jamais une certitude. Par les directions, et il faut regarder ça au point de vue humain, n'est-ce pas? Nous avons des choses qui nous arrivent, ont toujours un commencement, une origine, elles évoluent, et puis il y a une fin, n'est-ce pas? Et ça prend du temps. Et alors, quel est le moment qu'une vérification sur un système quelconque essaye de retenir comme point capital de ce qui vient de vous arriver? Vous pouvez avoir l'impression d'être un peu à côté, n'est-ce pas, du point culminant. Par exemple, je prends quelqu'un qui a un cancer, qui vient ce cancer,
sait que ça évolue généralement d'une façon très lente. On peut rester des années sans savoir qu'on a le cancer. Et à un moment donné, ça devient plus virulent, il y a un maximum, et puis ça une information de début. Mais alors là, quand votre moyen d'investigation, l'aiguille en somme qui vous indique que c'est là que ça s'est produit, c'est pour ailleurs que là où vous le voyez, pour vous dire que le moment le plus crucial de ce cancer, de l'histoire de ce cancer, c'est tout au début. Alors moi je me demande pourquoi, justement, je voudrais demander à la jeune génération, Pancathem, Christophe de Seyne, pourquoi aujourd'hui les jeunes astrologues ne considèrent l'heure de naissance comme en quelque sorte acquise, et en tout cas ne se hasardent pas comme autrefois. Vous vous souvenez qu'autrefois l'astrologue disait oui, donnez-moi la date de mariage, la date de... etc. Enfin, je veux dire que ça faisait partie un petit peu du contexte de la consultation, d'arriver avec un certain nombre d'informations, de points de repère. Et il semblerait qu'aujourd'hui, c'est une tradition qui se perde, je crois, c'est une pratique qui se perd, et je voulais demander à Pancathem, notamment, qu'on n'a pas beaucoup entendu, pourquoi, bon d'abord, est-ce qu'il se demande, est-ce qu'il se pose cette question, est-ce que quelque part dans le processus de la consultation ou de son travail, à un moment donné, il va voir, il va vérifier, il va se poser la question de savoir si c'est bien l'heure de la personne, ou est-ce qu'effectivement, c'est une affaire qui est considérée comme réglée, sur laquelle on ne revient pas? C'est pas une affaire considérée comme réglée, simplement. Dans la mesure où, de toute façon, on peut jamais avoir une certitude absolue de l'heure, on peut la corriger comme on peut. Et si on peut la corriger avec des événements qu'on la souhaite, quand même, on ne sera de toute façon pas davantage certain de l'heure. Mais vous ne le faites pas. On a le champ de la confiance que l'on fait à ces propos d'interprétation. Mais disons que avant c'était un a priori, c'est-à-dire avant l'astrologue, il partait du principe qu'il fallait corriger l'heure. Maintenant, il semble que c'est à la posteriori, c'est-à-dire que si vraiment ça ne colle pas, on se pose la question. C'est pas tout à fait la même démarche mentale. Donc, a priori, c'est intéressant à quel point l'astrologie peut circuler comme ça. C'est-à-dire qu'il y a certains problèmes qui sont considérés comme résolus, sur lesquels on ne revient pas. Tout d'un coup, on rouvre des dossiers qu'on croyait fermés, on enferme d'autres qu'on croyait ouverts, et sans qu'ils aient été vraiment fermés pour des raisons très sérieuses. Alors, actuellement, par exemple, on pourrait par exemple définir chaque astrologue par les problèmes qu'il considère devoir être vérifiés et approfondis, et par les problèmes qu'ils considèrent comme étant acquis. Et on verrait comme ça que chacun a ses chouchous, fait des impasses. Chacun fait des impasses. Je pense, si les jeunes me permettent, puisque vous voulez nous interroger, que l'astrologie s'est tellement développée au cours du dernier demi-siècle, et surtout depuis les années 60, que l'entourage du nouveau-né vient de plus en plus loin à relever avec soin de l'organisation. Je pense que c'est plus fait. Il y a un plus fort pourcentage. Donc il n'y a plus de fiabilité, donc on n'a pas besoin de... Oui, pas besoin, non. On parlera demain. D'accord. Alors je voudrais qu'on termine, puisque lors du déjeuner, à moins que nous poser une question, est-ce que les personnes qui sont ici veulent déjeuner parce que moi je veux bien qu'on continue jusqu'à... Je reprends une question que vous avez posée tout à l'heure. Et vous disiez, vous Jacques, oui, mais pourquoi, puis on revient aux maisons, mais pourquoi la troisième maison est petit déplacé? Alors là, j'ai mon mot à dire. Non pas que je veuille imposer une mesure, pas du tout, vous avez le droit de penser différemment. On va poser les questions. Et qu'il me soit permis de dire qu'à Bruxelles, où Jacques de Lescaut a institué Jacques Constance, nous donnons tout de même de quoi empêcher votre bibliothèque d'une quarantaine de bouquins, puisqu'il y a même son même allié. J'ai bien précisé l'année dernière, notamment l'extérieur, vous pouvez être tropicaliste, et ce n'est pas nécessairement un même esprit. Si vous avez fait quelque chose pour le bien de l'astrologie et que vous avez été jugé gagnant, on l'a exclu. Alors, vous pouvez y penser différemment. Mais puisqu'on m'a invité ici pour la première que j'ai vue, troisième maison, pourquoi la troisième maison? Les Gémeaux sont généralement représentés par deux enfants qui se tiennent par la main, ou deux jeunes gens de sexe différents qui se tiennent par la main. Ils marchent à pied, petit déplacement. En face, vous avez le signe du Sagittaire. L'homme à cheval, le centaure, surtout s'il galope, et il va plus vite et il va plus loin. On est bien d'accord. Oui. Donc,
personne, je ne discute pas, j'ai mon petit déplacement, Sagittaire, le voyage lointain. Alors maintenant, venons-en en maison. Si, c'est pour ça que je fais tout à l'heure, si vous admettez, si vous voulez bien, comptez les maisons, comme elles se déroulent, suivant que la cosmographie, qui crève les yeux, pour ça qu'ils vous montrent qu'elles vont dans le sens contraire à celui de la succession des stades. La troisième maison, que vous situez vers le haut et à gauche de votre horoscope, si vous tenez l'ascendant vers la gauche, cette troisième maison, elle est située au-dessus de l'horizon. Dans votre système. Bien entendu. Oui. Bien entendu. Quand je vois la maison, la maman voit les enfants partir à pied, elle les voit, ils sont au-dessus de l'horizon, ils ne sont pas bien loin. Alors là, vous apportez un élément de réflexion supplémentaire qui est effectivement que les maisons, il faudrait quand même savoir dans quel sens on doit les dresser. La neuvième maison, ah oui, vous savez bien. Non mais vous avez raison, mais je veux dire... La neuvième maison, si vous avez situé, n'est-ce pas, vous permettez, si vous avez situé l'ascendant ici, l'ascendant ici, la neuvième maison, elle est ici, et elle se termine au fond du ciel. Non mais là, vous avez... Et je me souviendrai toute ma vie du visage de Volgin lorsque je lui ai sorti cet argument-là, parce qu'il voulait des preuves, il voulait ci, il voulait ça, pour sortir mes opinions dans les cahiers astrologiques. Mais lui et son pseudo-associé de l'époque, André Marvaux, n'y tenaient pas, il voulait des preuves formidables qui n'auraient jamais donné satisfaction. Alors je ne suis pas... Non mais là, vous avez tout à fait raison. Et la neuvième maison, elle se termine où? Elle se termine au fond du ciel. Mais le fond du ciel, qu'est-ce que ça représente? L'antipode. Vous voulez aller plus loin que la fin de la neuvième maison? Vous voulez-vous aller plus loin que la Nouvelle-Calédonie pour voir? C'est les terres invisibles, c'est l'invisible. Non mais je crois qu'effectivement, bon, on en parlera au cours du colloque, normalement on aurait dû en parler hier soir. Il me sont permis de dire, mais tout à l'heure, monsieur demandait, oui, mais pourquoi 12, 20, il me semble, comme je le disais hier, que les anciens avec les 4 quadrants, à un moment donné, on a divisé les quadrants en 3 pour faire 12, évidemment. Enfin, là, je crois que... Mais si vous admettez l'analogie entre le jour et l'année, donc si vous admettez l'analogie entre les 12 maisons et les 12 signes, bien entendu, cette analogie est magnifiquement respectée. Beaucoup mieux si vous comptez les maisons comme je le préconise. Donc voilà vraiment, d'ailleurs c'est bien pour ça que M. Dorsan a été invité à ce colloque, parce qu'effectivement il avait apporté un élément de réflexion très important, à savoir, bon, on pourrait donner l'exemple par exemple, pourquoi faire correspondre la maison 10 et le 10e signe du Capricorne avec le milieu du ciel qui correspond à une sorte de maximum de clarté, n'est-ce pas? Bon, donc si vous voulez, effectivement, la question que pose M. Dorsan, est-ce que, d'abord, premièrement, les maisons ne se définissent pas uniquement d'après les signes, elles se définissent aussi par rapport à l'horizon. Il y a déjà les maisons qui sont au-dessus de l'horizon et celles qui sont en dessous de l'horizon. Et ça, c'est un autre critère qui est spécifique aux maisons. Bien qu'on puisse également dire qu'il y a les signes de printemps et d'été d'un côté et les signes d'automne et d'hiver. Alors, effectivement, il faudrait se poser la question de savoir si on n'est pas en train de tout mélanger actuellement, à savoir si on n'est pas en train de mettre en rapport avec les signes de printemps et d'été, les maisons qui sont les maisons nocturnes, qui sont les maisons qui sont sous l'horizon. Et à ce moment-là, sur le plan de la correspondance symbolique, on fait un anachronisme aberrant. Parce qu'effectivement, on essaie de définir la maison 9 comme maison qui est au-dessus de l'horizon, alors qu'en fin de compte, ces valeurs sont des valeurs justement d'intériorisation, ou des valeurs d'aller vers l'inconnu, vers ce qui n'est pas visible, etc. Enfin, on ne va pas résoudre le problème dans cette table ronde, mais je veux dire que ça montre bien que on peut constater qu'il y a eu à un certain moment dans l'histoire de l'astrologie une perte d'une clé. Il y a eu quelque chose qui s'est débloqué, qui s'est déphasé, et la fusée ne marche plus. Vos projets intimes, la maison 11, les choses cachées, la maison 12, vous, si vous les comptez encore, ah oui, justement, c'est au-dessus de l'horizon, tandis que dans le système que je préconise, c'est au-dessus. Imaginez par exemple les choses cachées, quand même, c'est quand même extraordinaire que les choses cachées qui correspondent à la maison 12 soient justement le moment où les choses apparaissent. C'est quand même incroyable, n'est-ce pas? C'est peut-être le secteur du ciel qui mettra plus de temps, il sera débutant dernier par exemple. On peut,
En astrologie, on peut tout interpréter. Même sur des choses qui n'existent pas, on peut toujours donner. Non. Là, au niveau analogique, on est quand même obligé d'essayer de rechercher la cohérence analogique de base, et en tant qu'historien. Ben justement, à propos d'analogie fausse, alors là, chacun va se renvoyer la balle concernant les analogies fausses. Pour quelqu'un qui aborde honnêtement et clairement le problème des correspondances, on peut effectivement se demander si on n'a pas donné certaines valeurs aux maisons 7, 8, 9, 10, 11, 12 parce qu'elles étaient sous l'horizon, et qu'on ne comprend pas pourquoi maintenant on les met au-dessus de l'horizon, ce qui au niveau symbolique perturbe la compréhension du système. Quel est votre nom, s'il vous plaît? Consistance. Je vais apporter quelque chose dans la tête que je ne parle pas sur le groupe, on ne sait jamais. Je travaille sur un zodiaque fixe. C'est-à-dire que je classe toujours le bélier, justement, dans la phase de l'ascendant, le considérant comme le premier signe. Donc, par analogie, au moment où le soleil apparaît à l'horizon. Donc, le bélier est toujours situé d'une manière absolue dans le zodiaque fixe à l'est. Donc, à l'ascendant. Et ensuite, je positionne les maisons sur ce zodiaque fixe. C'est-à-dire qu'on se trouve avec des gens qui ont le milieu du ciel ici. Le milieu du ciel ici ou ici. Et ça rejoint un petit peu ce que vous faites dans l'astrologie sidéraliste. C'est-à-dire que je ne fais pas tourner comme ça dans le sens inverse les maisons, mais le fait d'avoir... Vous savez que l'astrologie sidéraliste, attendez, je crois que vous mélangez, M. Dorsan fait l'astrologie sidéraliste, mais son discours sur les maisons n'est pas accepté par les sidéralistes, ou par la majorité des sidéralistes. Alors, puisque M. Dorsan dit... Il est perdu un vrai. Oui, d'accord, enfin, je veux dire que... D'accord, enfin, je veux dire que c'est quand même deux choses différentes, et on peut accepter le système des maisons de M. Dorsan sans être sidéraliste. Et enfin, quoi qu'il en soit, à partir de ce moment-là, les cadrans sont situés sur un zodiaque fixe, donnent une configuration très particulière de la toucher l'individu. C'est-à-dire que le fait d'avoir le milieu du ciel ici en dessous de l'horizon, de l'avoir en dessous de l'horizon en l'absolu, de l'avoir au descendant dans l'absolu, ça donne un caractère bien particulier à l'individu de la manière dont il se vit, lui, au milieu du ciel. Voir s'il y a donc des facteurs d'extériorisation qui seront en dessous de l'horizon, des facteurs d'intériorisation qui seront en dessous de l'horizon. Et à ce moment-là, on travaille sur deux tableaux. Une toile de fond, le zodiaque fixe, et qui peut représenter en quelque sorte le chemin idéal de l'âme. Là, c'est un peu un sophisme, mais par exemple. Et puis il y a les maisons qui sont cette tentative de mutation, de transmutation alchimique de la personnalité, pour essayer de se conformer à ce chemin idéal de l'âme, et qu'on trouve dans Bon, pour revenir à notre discussion, par exemple, la mort, par exemple, vous n'avez même pas cité ça, pardon, un argument. Quand on est mort, on est sous la terre. Je veux dire, c'est aussi pourquoi la maison 8 ne serait pas effectivement sous l'horizon également. C'est quand même un système de faire. Non, mais je veux dire, la mort, c'est la disparition, c'est quelqu'un qui disparaît. Et de la même façon, ce que je ne comprends pas non plus. C'est la même pour les signes. Bon, vous défendez-vous comme vous pouvez, c'est pas le problème. Je veux dire, de toute manière. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand on. Non, ce qui est important, c'est que on n'est pas dans la même situation. Les gens qui proposent des modifications d'un consensus ne sont pas dans la même position que ceux qui le défendent. Et que quand on propose, généralement, ceux qui font une objection font un effort d'explicitation plus grand que ceux qui se contentent de dire ben, nous on fait ça parce qu'on a l'habitude de le faire. Donc on n'a pas la même position. Je voudrais demander à M. Brazet, qui fait une enquête justement sur les astrologues, qui est avec nous, qui va publier un ouvrage à la fin de l'année sur le milieu astrologique, de nous dire un peu ce qu'il pense de cette réunion et de ce que ça dénote sur la mentalité des astrologues. Alors, donc je prépare un livre effectivement basé sur une enquête, pas uniquement sur l'astrologie, bien que je parlerai de l'astrologie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est davantage la place et l'utilisation des techniques ou des sciences divinatoires, donc on peut parler de l'astrologie, mais je dirais aussi la voyance, par exemple, et de quelle façon ces sciences divinatoires sont utilisées dans la société contemporaine. À quoi ça sert maintenant dans une société très policée, très avancée, ce type de sciences divinatoires, à quoi ça sert? Est-ce que c'est une résurgence du passé, du Moyen-Âge, ou est-ce qu'au contraire c'est quelque chose de très moderne que l'on redécouvre? Donc c'est un peu l'axe de mon enquête. Je la fais donc auprès de praticiens et auprès d'utilisateurs pour savoir de quelle façon est-ce que ces interprétés
Donc j'attends avec beaucoup d'impatience la réunion pendant de ce soir. Ça m'intéresse beaucoup de savoir que des gens voyagent au moment de la révolution solaire pour effectivement changer des éléments de leur vie. Ça m'intéresse aussi que des astrologues permettent à des sociétés de recruter telle et telle personne. Ça m'intéresse de savoir comment est-ce que certains pratiquent l'astrologie boursière, essaient de... Justement, M. Dorsan, essaie d'astrologie boursière. Et je sais qu'il y a plusieurs théories dans la matière. Ce qui m'intéresse, d'une façon théorique, ça m'intéresse pas personnellement, mais pour mon livre, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que des gens on arrive à utiliser des savoirs qui sont auprès du large public considérés comme vraiment la superstition, et utiliser de façon très précise ces sciences-là, ou ces arts, pour effectivement placer leur argent, vivre leur révolution solaire, se marier, etc. Donc c'est un peu cette optique-là que j'ai pris sur mon argent. Bon, alors pour terminer, parce que je vois que tout le monde voudrait aller manger, alors je vous signale qu'on ne va pas manger dans cette salle, c'est évidemment un buffet froid, donc on va au restaurant qui est, le restaurant d'ailleurs, Inflexion sur les maisons astrologiques. Oui, moi j'ai peur de me faire lâcher, de commencer à parler, parce que j'ai une adaptation de la géomancie, j'utilise la matrice divinatoire des trigrammes chinois que je marie dans les 16 tétragrammes. Donc bon, il faudra que je fasse quelques graphiques pour vous montrer. Et je fais une adaptation de la structure des maisons à la Bible. Donc vous verrez un petit peu, et j'arrive à trouver pas mal d'idées pour signifier les connotations divinatoires des figures de géomancie par rapport aux maisons. Et c'est un syncrétisme personnel. C'est ma technique divinatoire. Un bricolage analogique. C'est un bricolage analogique qui a fait ses preuves depuis plusieurs années. Et bon, je pratique sur ce système. Donc j'ai surtout testé mon système à partir de la pratique. Et ensuite j'ai essayé d'extérioriser la grammaire de mon système. Et ça m'a pris du temps et j'ai pas encore... Et vous avez passé l'expérimentation? Oui, oui. J'ai commencé par l'expérimentation et ensuite je suis arrivé à la théorie. J'ai réussi à sortir pas mal de structures intéressantes, toute la grammaire du métalangage, je suis en train en fait de transférer beaucoup. Bon, j'en ai fait une thèse de doctorat qui est assez critiquée parce qu'elle n'est pas dans les critères universitaires, elle ne répond pas à la logique cartésienne. Je vous en parlerai. Oui, alors monsieur Ekel, justement, vous vous intéressez à la géomancie aussi. Oui. Et les romans s'est intéressé à la géomancie. Alors quel est l'apport, quelle est la dialectique entre géomancie et astrologie? Comment elles se complètent? La géomancie est certainement plus explicative que l'astrologie. À quoi c'est dû? À cause de la figure? C'est déjà dû au fait que vous pouvez poser des questions de toutes sortes, n'est-ce pas, et qui vous renseignent d'une façon étonnamment précise sur ce qui éventuellement est arrivé. Par exemple, moi je suis un vieux bonhomme et qui a été invité relations anciennes pour venir ici, j'ai tout de même eu la précaution... Il a dressé un thème géomantique pour le congrès. Que je dé un thème géomantique pour le congrès, n'est-ce pas? On va le montrer à la caméra. Enfin, ça, elle ne verra pas. Enfin, on a déjà porté là-bas. Oui, c'est vrai, c'est un peu loin. C'est un peu loin. Enfin, ma femme et moi, n'est-ce pas, aller fin juillet à Paris. Fin juillet ou fin mai? Non, aller tranquillement. M'excuse, je des lunettes qui ne sont plus. Pouvons-nous aller tranquillement à Paris, ne nous arrivera-t-il rien de fâcheux? La question est posée d'une façon un peu dramatique, parce que vous voyez, je suis à un âge qui ne permet plus beaucoup les déplacements, et j'avais un peu peur, devant de différents accros de santé, j'avais peur qu'on n'était pas en état de faire le moins utile, en fait, plus ou moins. Alors, ça donne une réponse qui est extraordinaire. Évidemment, à la base, devant des difficultés, tu les résoudras, mais enfin, tu y passes. Ça marche, il n'y a pas d'accro, il n'y a pas d'interruption de la présence de séance, etc. On vérifiera. Vous voyez, c'est un... Non, mais c'est un accident de la vie, n'est-ce pas? C'est très particulier. Mais ça, vous l'avez... Ce genre de question, je
analyser ou les chercher dans la figure. Et horaire, j'allais vous poser la question. Oui. Vous préférez ça que le thème horaire? Ah non, ça n'est pas du niveau de l'astrologie. Pas l'astrologie, c'est une philosophie. Tandis que ceci, c'est une science, comment dirais-je, divinatoire. On parlera de l'horaire aussi. Cette précision et pas avec ce détail de... Oui, parce que vous avez la voix du point. Comment? La voix du point. Et tout ça, ça continue, alors, c'est-à-dire ça monte en pouvoir, hein. Ça chauffe le 1, le 2, et plus le monde de matériel, et plus à ce chiffre-là, au 11, ça sort du matériel, ça sort en dehors du cercle, et ça continue dans le mouvement extra-matériel, et puis ça, il y a, comme je disais ici, ça c'est les avatars qui étaient en chair et os. Ils ont vécu, peut-être ils se réincarneront, on ne sait pas trop, mais chaque religion connaît, on a l'antichrist, les hindous attendent le Kalkis, l'avatar Kalkis sur le cheval blanc, et ce personnage qui doit venir, ce sauveur, ça se trouve dans toutes les traditions. Mais il est en chair, en os, il peut s'incarner. Ici, c'est fini l'incarnation, on ne s'incarne plus. On reste comme les différents degrés avant le trône, les 7 niveaux du trône avant Dieu. C'est pas l'homme et un avatar et tout de suite Dieu. Non, et c'était ça pour moi personnellement la chose la plus intéressante, de se rendre compte combien, énergétiquement parlant, il y a encore beaucoup de niveaux. Et après, ici on arrive au maître karmique, et ici on arrive, ça pour nous, ça c'est les archanges, peut-être Gabriel, Michael et ces 4, c'est des entités, on ne se rend pas compte, on se dit non, c'est notre Dieu qu'on attend de la réincarnation qui est le plus fort. Et on nous apprend la nouvelle que énergétiquement parlant, ça serait ces archanges, chez nous on les appelle les 4 archanges, devant le trône, ce sera les plus proches des êtres, et ça se traduit, la personne qui serait née maintenant, et je reviens à notre propre horoscope personnel, donc nous pouvons nous greffer chacun, nous avons une place, et ça c'est notre place de naissance. Nous sommes, si vous voulez, fixés avec un petit fil à un de ces places. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça nous donne tout un champ, c'est comme un cadeau, l'horoscope pour nous c'est un cadeau. Si on œuvre bien là-dedans, nous pouvons, il faut bien arroser un petit peu, de temps en temps il y a une belle pente qui nous tombe sans que nous avons arrosé, mais de temps en temps vraiment il faut œuvrer dans notre horoscope pour avoir de bienfaits qui nous est promis par nos constellations et nos anges. Et nous sommes liés donc chacun à un endroit. Je reviens à notre place assise. Si je travaille bien, je suis sur ma place assise, madame serait, si ça serait un cercle, madame serait ma paire de opposés. Et si je suis bien capable de remplir ma place dans mon propre horoscope, c'est-à-dire en termes chamaniques, on garde son pouvoir, on rentre dans son pouvoir. Le moment où je rentre dans mon pouvoir, le moment où je baisse le masque, où je ne dis plus je me moi, je pourrai recevoir toutes les dons de la paire d'opposés et je vais la pondre, cette paire. Et en ce moment-là, je peux danser le cercle, ça m'est facile de comprendre les autres, c'est-à-dire il n'y a plus du tout la dualité. Chacun à son niveau, mais je pense que nous savons bien de quoi on parle. Maintenant, miracle. Je suis assis là, j'ai bien travaillé, je regarde en face, je suis à la conquête de cette place avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire il s'ouvrirait les bienfaits de la place en face. Disons, pour un poisson, une vierge, ça fait merveilleux, l'imprécis devient précis, l'eau devient magiquement terre, enfin, il y a des réalisations, et c'est tout un séminaire, rien que ça. Mais, en même temps où je peux avoir le bienfait donc de ma place opposée et de ma polarité, le ciel me procure une place de pouvoir. Et qui parmi vous n'a pas encore connu
cet étonnement de mon soi-même. J'aime la musique, mais j'aime aussi la mathématique, mais bon, la loi aussi, je fais pas mal l'arithmétique, mais qu'est-ce qui est prépondérant? On est dans une affreuse soupe avec soi-même, on ne sait pas très bien sur quel pied danser quant au choix d'une profession ou quelque chose. Et là, j'ai trouvé une clé extraordinaire. Il faut savoir niveler les choses. Voilà le pouvoir. Nous avons les choses de notre place assise dans notre horoscope à la naissance. Ça, pour nous, ça c'est les choses qui, pour la vie quotidienne, sont vraiment très bien. Le travail, c'est de faire les choses avec l'opposé. Et toutes ces idées, quand on est jeune enfant, je veux devenir dentiste ou je veux devenir musicien et tout ça, beaucoup de fois, c'est cette place de pouvoir qui, de temps en temps, met des flashs là-dedans. Et ces flashs, ça ne peut pas du tout coïncider avec ma place assise, tranquille, je ne sais pas, dans un coin, dans un des signes. Donc nous avons des tendances comme ça. Et par exemple, une personne qui serait née là, de poisson, à la conquête de la Vierge et tout ce que ça comporte, rentrera dans le bienfait des valeurs profondes, des valeurs nobles du signe qui se suit avant. Alors si nous regardons bien sur l'horoscope, c'est toujours le signe à droite qui serait un cadeau du ciel pour la place du pouvoir. Et un thérapeute, donc poisson, qui a fait tout le travail pour travailler bien mentalement et non pas seulement intuitivement, recevrait la grâce du ciel. Ces grandes guérisons, il les ferait à l'aide de la musicothérapie, de la musique, de la thalassothérapie et de toutes ces choses-là. Et comme il n'y a pas une place qui est plus belle qu'une autre, nous avons tous une place. Souvent on dit, ah, si je serais un lion. Oh, on dit, ah, si je pouvais être un taureau avec une belle voix, ou si je pousse ceci. On admire peut-être des fois quelque chose qu'on n'a pas. Ce système-là, ça enrichit drôlement. Et nous sommes détenteurs de beaucoup plus de possibilités qui sont connues dans le simple horoscope. Et Dieu sait que ça prend beaucoup de temps de mijoter bien la compréhension de son horoscope. Cette chose-là, peut-être ça ne s'arrête pas du tout, parce que la valeur de ces choses s'agrandit avec le potentiel qu'on prend à chaque fois que nous évoluons. Quand on commence avec son propre horoscope, ça c'est un bouclier, et tout ça, c'est des valeurs. Si quelqu'un y travaille toutes ces valeurs-là, alors c'est une rouge, c'est celle-là.